Aujourd'hui, je vous reviens avec l'histoire complètement what the fuck de Lori Erica Ruff. Vous n'allez pas en revenir. C'est une histoire qui m'a été recommandée par un abonné et qui je pense très intéressante et qui n'a pas été vraiment traitée sur YouTube, du moins en français. On a très peu d'informations en français de cette histoire, donc je trouvais que c'était une excellente idée de vidéo. On va parler de vol d'identité et d'à quel point parfois on devrait se méfier des gens qu'on croit connaître bien. Croyez-moi, ça ferait un excellent film. Merci pour votre patience tout le monde, servez-vous un café et on est reparti. « 24 décembre 2010, un réveillon de Noël qui s'annonce particulièrement sombre. C'est la journée où Lori Erica Ruff, une Texane de 42 ans, a décidé d'abandonner la vie, de mettre fin à ses jours, laissant derrière elle sa petite fille de 2 ans seulement. On a retrouvé son corps dans sa voiture qui était garée juste devant la maison de ses beaux-parents à Longview, au Texas. Son mari, lui, l'avait quittée quelques mois auparavant, las d'une relation qui ne faisait plus aucun sens. Lori s'est tiré une balle dans la tête, désespérée. 2 lettres de suicide ont été retrouvées dans sa voiture, l'une pour son ex-mari, très longue lettre de 11 pages, et l'autre pour sa petite fille, et avec pour recommandation de ne pas l'ouvrir avant ses 18 ans. L'histoire du couple avait pourtant bien commencé. Blake Ruff et Lori Erica Kennedy, à l'époque, se sont rencontrés en 2003 pendant un cours d'études bibliques. Blake a tout de suite été séduit par la jeune femme. Lori, qui avait à l'époque 32 ans, était timide, introvertie. Elle ne parlait pas beaucoup d'elle, de sa vie, de son passé, de sa famille. Mais tu sais, quand tu débutes une relation, quand tu commences à avoir des sentiments pour l'autre, c'est normal, t'as envie de le connaître, t'as envie de tout savoir de cette personne. Mais bon, Blake a apparemment respecté le silence de Lori. Elle avait juste mentionné qu'elle était née en Arizona, que ses 2 parents étaient morts et qu'elle n'avait pas de frères et sœurs. Ils ont scellé leur amour en 2004, donc l'année suivante, lors d'un mariage on ne peut plus intime puisqu'ils n'étaient que tous les deux avec le pasteur qui était aussi leur témoin. Lori ne voulait même pas que la famille de Blake soit présente. Alors on peut imaginer le désarroi de Blake et même de sa famille, ce qui est tout à fait normal. Après ça, ils ont emménagé tous les deux dans une nouvelle demeure à Leonard, au Texas, pour commencer à fonder leur propre famille. Malheureusement, ça a été assez compliqué pendant plusieurs années. Ils ont essayé, puis ça ne fonctionnait pas. Lori faisait des fausses couches. Donc elle est finalement tombée enceinte après plusieurs années par fécondation in vitro et elle a accouché de leur petite fille en 2008. Mais suite à la naissance de leur fille, Lori est devenue tellement protectrice avec sa fille, c'était quasiment maladif. Personne d'autre qu'elle et que son conjoint, j'imagine, ne pouvait la tenir, la porter, même pas les grands-parents de la petite. Alors c'est sûr qu'ils ont dû très mal le prendre. Puis d'ailleurs, sa famille à Blake commençait à trouver Lori vraiment bizarre et on les comprend. Ils avaient tous comme une sorte de mauvais pressentiment à propos d'elle. L'affaire est que Lori était rendue obsédée par l'histoire de la famille de Blake, alors qu'elle-même restait complètement silencieuse quant à la sienne, quant à sa propre famille. Et cerise sur le gâteau, elle a même fini par interdire aux parents de Blake de voir leur petite fille. Donc ça a créé des tensions dans leur couple, forcément, on le comprend, et leur mariage commençait à fonctionner de moins en moins. Donc Blake a demandé le divorce au printemps 2010 et il est retourné habiter chez ses parents à Longview au Texas. Il a laissé à Lori la garde de leur fille. La séparation a été très difficile à vivre pour Lori. Elle avait perdu beaucoup de poids, elle prenait plus soin d'elle. Elle avait probablement développé un problème mental assez important, notamment dû à son passé qu'on va découvrir plus tard dans la vidéo. En fait, elle souffrait vraisemblablement d'une dépression postpartum. Elle peut avoir eu une dépression postpartum associée à une psychose postpartum qui aurait entraîné des sentiments assez intenses de paranoïa, de confusion ou même d'hallucination. Mais elle n'a jamais été diagnostiquée. Elle avait perdu tout espoir d'une vie meilleure.
Alors elle s'est rendue à Longview, au domicile de Blake et de ses parents. Ce 24 décembre 2010, elle avait apporté un fusil de chasse avec elle et c'est avec celui-ci qu'elle a mis fin à ses jours. Et c'est le père de Blake qui l'aurait retrouvé sans vie le lendemain matin en allant chercher son journal. Et en lisant les 2 lettres qu'elle avait laissées dans la voiture, il n'y avait vraiment aucune indication qui aurait pu mettre la puce à l'oreille concernant son identité, concernant qui elle était vraiment. Blake était assez choqué du départ de son ex-femme. Bon, il se doutait qu'elle allait pas très bien, mais pas au point de s'enlever la vie. Et c'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Mais ce qu'il allait découvrir par la suite allait encore plus le traumatiser. Il est donc retourné dans la maison dans laquelle ils avaient habité ensemble avant la séparation. Puis, il s'est comme souvenu que Lori gardait comme une sorte de coffre-fort qu'il n'était bien évidemment en aucun cas autorisé à ouvrir. Donc là, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Il a ouvert l'armoire, son placard, et puis il est tombé sur la boîte qui était, elle, fermée à clé. Il a appelé la police, il y a un officier qui a ouvert la boîte, et là, ils sont tombés sur plein de documents. Il y avait des pièces d'identité avec plusieurs noms différents provenant de plusieurs États américains. Il y avait aussi un extrait d'acte de naissance au nom de Kimberly McLean, donc c'est un nom qu'il n'avait jamais entendu de sa vie. Il y avait aussi un autre papier qui indiquait un changement de nom légal en 1988, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Mais c'était pas un papier sur lequel il y avait écrit comme quoi Kimberly McLean devient Lori Erica Ruff. Non, ça aurait été trop simple. Non, c'était un papier de Becky Sue Turner qui devient Lori Erica Ruff. Fait que là, il est comme, c'est qui Becky? Là, ça devient bizarre, quoi. Mais c'est pas le plus bizarre. Non, c'est pas le plus bizarre. Le plus bizarre, c'est qu'en faisant des recherches sur Becky Sue Turner, on voulait savoir c'était qui, on tombe sur une affaire d'incendie dans laquelle elle serait décédée en 1971 à l'âge de 2 ans, dans l'État de Washington. Vous me suivez? Donc elle a pris l'identité d'une petite fille qui est décédée dans un incendie en 71. Imaginez ce qu'a pu ressentir Blake en prenant connaissance de tout ça. Tu vis avec quelqu'un pendant des années, tu lui offres ton temps, ton amour, ton soutien, et tu découvres que cette personne était complètement quelqu'un d'autre. Pendant plusieurs années après la mort de Lori, il y a eu des enquêtes, il y a eu aussi des internautes qui ont eu envie de connaître la vérité face à toute cette histoire. Il y a eu plein de spéculations, comme vous pouvez vous imaginer, mais voici comment ça s'est vraiment passé. En 86, Kimberly avait donc 17 ans. Elle a disparu de son domicile en Pennsylvanie. Elle était partie de chez elle après le remariage de sa mère avec un homme qu'elle n'aimait pas. En fait, elle trouvait cette situation vraiment difficile, le remariage de sa mère, donc elle s'est dit ciao bye. Puis elle a dit à sa mère, ne me cherchez jamais. Puis ils n'ont plus jamais entendu parler d'elle. Je sais pas si sa mère a quand même essayé de la chercher, mais bon, elle a dû avoir de la misère si elle a changé de nom. Donc en 88, elle s'est rendue en Californie. Elle aurait obtenu une copie de l'acte de naissance de Becky Sue Turner. Je me demande comment elle a fait pour l'obtenir, ce papier-là, mais bref. Elle a changé d'état, elle est allée en Idaho et elle a demandé tout simplement une carte d'identité au nom de Becky. Après ça, elle est allée au Texas pour finalement s'appeler Lori Erica Kennedy. J'en reviens pas comment ça a l'air aussi simple de changer de nom. Quand tous les documents retrouvés dans son coffre-fort ont été examinés par la police, Lori a été ajoutée à la base de données fédérale des personnes disparues et non identifiées. La famille Ruff, donc de son ex-mari, a contacté un membre du Congrès du Texas pour examiner l'affaire et son assistant, lui, a contacté un enquêteur de la sécurité sociale qui s'appelait Joe Velling pour lui demander de mener sa petite enquête lui aussi. Mais bon, ça n'a pas donné grand-chose, il a simplement conclu que Lori voulait mener une nouvelle vie. Il a contacté, ça fait beaucoup de contacter, hein, je suis désolée. Il a appelé un journaliste du Seattle Times pour qu'il en fasse un article en 2013.
à savoir est-ce que quelqu'un aurait des informations supplémentaires. Et suite à cet article, il a reçu un appel d'une généalogiste, Colleen Fitzpatrick. Donc elle a fait des tests de correspondance ADN. Je vous passe tous les détails assez plates, merci. Mais bon, elle a fini au bout de 3 années par constituer une sorte d'arbre généalogique autour de Lori. Donc, l'enquêteur Joe Velling s'est rendu en Pennsylvanie, à Philadelphie, directement sur le lieu de travail d'un des membres de la famille de Lori. Il lui a montré une photo de Lori et elle a été tout de suite reconnue. Donc, tout ça pour dire qu'elle a été réellement identifiée en septembre 2016, 6 ans après sa mort et 30 ans après qu'elle ait finalement décidé de quitter le domicile familial. Toute une histoire! Imagine que pendant toute ta vie, tu dois cacher le vrai toi, que tu peux même plus fêter ton anniversaire à la vraie date de ta naissance finalement, puisque t'es pas supposé être né cette date-là. C'est malade. À quel moment tu te dis que tu ne peux plus revenir en arrière, que t'es allé trop loin dans ton mensonge? Est-ce que tout ça en valait vraiment la peine? En attendant ma prochaine vidéo, retrouvez-moi sur ma page Facebook Céline Geneviève. Je viens de poster il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, une vidéo questions-réponses qui n'est pas du tout sur YouTube. Et sur mon Instagram, je suis particulièrement active sur mon Instagram. Je fais très souvent des petites stories. Si vous aimez ce que je fais et si vous voulez m'encourager à continuer mon travail sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo. Ça va l'aider au référencement. Merci tout le monde. Ne fermez pas les yeux.